Bonjour, aujourd'hui une vidéo de présentation des règles et d'une partie de The Last Argument of King de Conquest de Parabellum. Alors, pourquoi réaliser cette vidéo? Parce que visiblement sur le Discord, il y a pas mal de demandes de joueurs. Alors, il existe des vidéos très bien faites par des chaînes professionnelles, semi-professionnelles, mais qui datent déjà de quelques temps. Alors, pas mal de mises à jour depuis. Ça permettra à ces joueurs bien d'avoir une première base, de relire les règles, de pouvoir suivre les quelques rapports de bataille que l'on peut trouver sur YouTube ou sur d'autres supports, et ainsi peut-être mettre le pied à l'étrier de ce jeu qui est vraiment un jeu très très intéressant. Alors je suis joueur de jeux de figurines depuis pas mal de temps. Je suis passé bien sûr par les jeux Games Workshop, régimentaires, classiques. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a d'autres aussi. Et j'ai un toutou qui a décidé de prendre le jouet le plus bruyant juste en dessous de la table. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, en ce qui concerne le jeu régimentaire comme The Last Argument of King est, à mon avis, le plus abouti, le plus intéressant qui existe actuellement sur le marché. D'où mon envie de promouvoir un petit peu ce jeu pour lui donner un peu plus de vie, de développement et espérer former de nouveaux joueurs ainsi. Euh, Aucun argument financier, ne cherchez pas un lien Tipeee, ceci, cela. C'est fait en 100% amateur, uniquement pour le plaisir du jeu. Voilà. Alors, on va commencer par le terrain. Donc le terrain que vous avez ici sur la vidéo, en fait, vous voyez, là, il commence dans ce sens, et en fait, on est placé derrière. Alors, je me suis placé sur une table de 1,20 m sur 1,20 m, au lieu de celle préconisée ici pour le scénario, qui est une table de 1,80 m sur 1,20 m. Alors, pourquoi? D'abord pour deux raisons. D'abord pour avoir un petit peu plus de place autour pour vous montrer. Ensuite, parce que la partie que je vais vous proposer est une partie de 1000 points contre 1000 points, alors que les scénarios sont faits plutôt pour 2000 points. Bon, ils sont jouables à 1500, mais sont dimensionnés pour 2000 points. Donc c'est très simple. J'ai fait quelques petites modifications. Au lieu de mettre des gabarits de 9 ici, j'ai mis des gabarits de 6 pouces de diamètre. En ce qui concerne les distances, eh bien, je les ai réduites, c'est-à-dire ce qui faisait 12 pouces dans ce sens n'en fait plus que 8 dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ça c'est juste pour le placement. Alors, quand on joue à The Last Argument of King, l'objectif de la partie peut être multiple. Premièrement, ça peut être de tenir des objectifs. Des objectifs, vous en avez ici, des zones d'objectifs, pardon, parlons correctement. Donc, deux zones d'objectifs ici, celles-ci font 6 pouces, et donc il faut les posséder. À la fin de chaque tour, on va voir si l'un ou l'autre des adversaires possède cet objectif. Ceci à partir du tour 2. Ensuite, une deuxième façon de marquer des points, alors ça dépend des scénarios. Vous avez ici 1, 2, 3 et 4, ce qu'on appelle des marqueurs objectifs. Alors, bon, qu'on soit très clair, normalement, la taille d'un marqueur d'objectif, c'est un socle et une figurine de taille 2. Voici par exemple avec une figurine ce que ça peut donner. Donc évidemment là j'ai pris des marqueurs un petit peu plus petits, c'est juste au niveau de la vidéo pour que ce soit un petit peu plus visuel, mais il est bien précisé que ceux-ci ont une taille et une dimension bien spécifiques, et donc ces marqueurs d'objectifs, il faut les détruire. Leur destruction rapporte des points. Si vous regardez bien sur le terrain, j'en ai mis de deux types différents, ici et là. En fait, ceux qui sont sur le côté de ce joueur appartiennent à ce joueur, ici, alors que les autres appartiennent à l'autre joueur. Donc il faut détruire ceux de l'adversaire, bien sûr, pas les siens. Dans d'autres scénarios, vous avez des objectifs marqueurs qui sont ni à l'un ni à l'autre, et c'est le premier qui le détruit. Sachant que la destruction doit être faite en faisant 3 dégâts, on reviendra après sur la façon de faire des dégâts, 3 dégâts,
Mais si, par exemple, je fais, en tant que joueur, 2 dégâts sur un objectif, mon adversaire, pour l'avoir, doit quand même faire 3 dégâts. C'est-à-dire que les dégâts sont comptés séparément. C'est le premier qui arrive à 3 qui emporte donc l'objectif. Donc ici, pas question d'une compétition avec l'adversaire pour ce qui est de l'avoir le plus vite possible, mais simplement de le conserver ou non. Dernière façon de marquer des points à Conquest, c'est de détruire une unité, un personnage ou le warlord adverse. Alors, encore une fois, selon les scénarios, vous pouvez avoir qu'une partie de ceci. Dans le scénario d'aujourd'hui, ici, on marque 4 points pour la destruction d'un objectif marqueur. On marque 2 points si on possède, donc c'est toujours à la fin du tour là par contre, un des 2 objectifs de 6 pouces, et 1 point supplémentaire si on a les 2. Autrement dit, c'est soit 2, soit 5, hein, si on a les 2 bien sûr. Enfin, on marque 2 points si on tue le warlord adverse, et uniquement le warlord adverse. Ça veut dire que la destruction du reste des troupes n'a aucune influence sur le gain ou non de la partie. Alors évidemment, si vous n'avez plus de troupes, c'est difficile d'aller scorer. Mais sur le principe, la destruction n'est absolument pas importante. Alors, on va parler maintenant, toujours au niveau du terrain, ici des décors. Donc, plusieurs types de décors ici. D'abord, une première chose, seuls comptent les gros décors qui sont ici, les forêts avec les zones, et ces 3 décors ici. Les autres sont là pour faire joli, on peut les déplacer si nécessaire. Voilà. C'est juste pour avoir une table un petit peu plus attrayante. Ensuite, en ce qui concerne les décors, les 2 décors qui sont ici sont des décors qui empêchent le passage de toute figurine. Donc il faut tout simplement les éviter, c'est une zone impénétrable. On est obligé de faire le tour, soit d'un côté, soit de l'autre. On ne peut pas passer à travers, à moins de voler. On reviendra dessus parce qu'on a une unité dans toutes celles que j'ai choisies qui a vol. Mais sinon, aucun autre moyen de s'arrêter, de passer ces obstacles. En ce qui concerne celui-ci, alors vous voyez qu'on peut voir plus ou moins à travers. Donc, on va considérer pour plus de facilité qu'il est comme les autres, mais qu'il permet tout de même de tirer à travers. Ensuite, vous avez 2 zones de forêt. Ces zones de forêt ont la particularité, si jamais vous êtes dans la forêt et que vous faites tirer dessus, eh bien, vous allez être en partie masqué. Si vous êtes de l'autre côté de la forêt, par contre, vous allez être, comment dire, vous ne pourrez pas voir à travers la forêt. Vous pouvez voir depuis la forêt vers l'extérieur, de l'extérieur jusque dans la forêt, mais pas à travers la forêt. Autre conséquence, lorsque on va démarrer son mouvement ou passer le mouvement au niveau d'une forêt, on va perdre certains avantages liés à la charge. On reviendra dessus au niveau des règles. Donc voilà ici pour le terrain. On va maintenant s'intéresser aux armées. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, 2 armées. Donc les 2 armées sont ici une armée de 100 royaumes, 100 Kingdoms. À savoir que pour réaliser ces listes, ici, j'ai utilisé l'application de mon téléphone portable que j'ai envoyée ensuite sur mon ordinateur, ici, de façon à pouvoir ou l'imprimer, ou le modifier, etc. Alors, quand je dis modifier, c'est juste ajouter des éléments dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais assez souvent. Montrer ici au niveau des listes, c'est-à-dire que pour éviter de regarder tout le temps la liste et surtout le détail de certaines règles, parce que malgré tout parfois on peut les oublier, eh bien je note en dessous, dessus ce qu'il y a, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Donc, comment fonctionne une armée? Eh bien, une armée fonctionne avec des warbands. Vous voyez ici, par exemple, l'armée de 100 royaumes a une warband. Alors, je vais vous mettre en un petit peu plus grand ici. Attendez, ici. Hop. Voilà. Donc, cette armée possède 2 warbands. Une première warband 1, une deuxième warband 2. Vous pouvez leur donner des noms hein, en modifiant ce qui est écrit là, mais bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas cherché à aller plus loin dans ce domaine. Cette warband est toujours constituée d'un officier, ici, d'un personnage, et de ses unités. Alors, une warband va contenir de 1 à 4 unités.
Il y a quand même des exceptions. Certains personnages ne peuvent avoir que 2 unités et non 4. Bon, ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est jusque 4 unités appartiennent à 2 catégories. Les catégories qu'on appelle mainstay, c'est-à-dire principales, et les catégories, alors il n'y en a pas sur celle-ci mais dans l'autre, restreintes. Le principe est très simple. Vous ne devez pas avoir plus de restreintes que de principales. Autrement dit, sur les 4, au maximum, vous pouvez avoir 2 restreintes si vous avez 2 principales. Par contre, vous pouvez avoir 3 ou 4 principales, ça ne pose aucun problème. Chaque personnage ayant accès, en fonction des listes d'armées, également téléchargeable pleinement, chaque personnage ayant accès à certaines unités et pas à toutes. Alors, ensuite, en ce qui concerne les unités, il en existe de plusieurs types. Alors, excusez-moi, je vais remettre ici pour avoir une vidéo accessible. Le premier type, ici, ce sont des infanteries. Alors, là, vous avez un stand. Un stand, c'est ce que je tiens dans ma main. Et à l'intérieur, vous avez un certain nombre de figurines. Un stand, ici, est une partie d'une unité. Une unité d'infanterie doit posséder minimum 3 stands, mais n'est pas limité en nombre. Évidemment, plus vous allez en mettre, plus l'unité va être résiliente, va encaisser les dégâts, mais plus elle va être difficile à manœuvrer, plus elle va coûter cher, etc. Voilà, c'est tout à fait classique à ce niveau-là sur ce type de jeu à construction d'armes. Donc, je disais, l'infanterie, ici. Deuxième type d'unité que vous pouvez avoir, la cavalerie. Alors, la cavalerie, voilà un exemple de cavalier. Donc, la cavalerie qui est sur un stand, socle, de la même taille que l'infanterie, ici, mais une seule figurine par stand. La cavalerie, même principe, 3 unités, 3 stands minimum, pardon, pour former une unité. Pas forcément de limite. Troisième catégorie de troupes. Ici, ce qu'on appelle des brutes. Alors, les brutes, comme celle-ci, voilà. Donc ça, on est sur l'autre armée, c'est-à-dire les Yoroni ici. On parlera après en le détaillant. Donc les brutes sont sur des socles de même dimension que la cavalerie. Et aussi, autre chose que j'ai oublié de préciser, l'infanterie est de taille 1, les brutes et la cavalerie sont de taille 2. Les tailles sont importantes pour les lignes de vue relatives des unités les unes par rapport aux autres. Donc là, on est en taille 1, taille 2. Alors, pour aller jusqu'au bout, il existe 4 tailles, 3 courantes et une quatrième pour quelques figurines très rares. Sur le terrain, ici, les décors sont les 2 décors qui sont ici. Moi, je les placerai taille 2. L'autre là-bas, taille 4. Et les forêts, taille 3. Voilà, si on devait mettre. Après, c'est négociable en fonction de la partie. Et on arrive à une autre catégorie, celle-ci. Alors, pour bien comprendre la taille, je vous remets à côté ici un socle de cavalerie. Vous voyez bien que ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Ça, c'est ce qu'on appelle un monstre. Donc, c'est une troisième catégorie. Dernière catégorie qui n'est pas présente ici, les chars. Alors, un char va être constitué de 2 socles. Je vais vous montrer simplement ici pour simuler la dimension. 2 socles l'un derrière l'autre, comme ceci. Alors évidemment, vous avez ce qui tracte le char et le char en lui-même, avec des restrictions sur les déplacements, bien sûr, liées à sa forme particulière. Et des capacités, par exemple, de tir un petit peu différentes sur les arcs de cercle. Voilà. On a fait le tour de tout ce qui existait. Ah oui, petit détail, il existe maintenant des monstres ici, alors c'est sorti il y a très peu de temps chez les Old Dominion, qui ont 2 socles l'un derrière l'autre comme ceci, un peu comme les chars, donc encore plus gros. Et il existe sur la même taille de socle ici, des monstres de taille 4. Alors vous voyez ce que donne un taille 3, vous imaginez un taille 4. Alors c'est très simple, le taille 4, il dépasse des forêts ici.
Les lignes de vue, bien sûr, vont être liées à ces tailles. Hein. Si vous avez une taille supérieure, bah, vous pouvez être vu et vous voyez derrière une unité de taille plus petite. Pour les tirs, ça peut être très important. Autrement dit, il est très difficile pour cette figurine de se cacher sur le champ de bataille, à moins de se mettre derrière le bâtiment qui est là-bas, que j'ai défini taille 4, ou derrière les forêts qui sont ici, qui sont de taille 3. Hein, on ne tient pas compte de la petite serpette là qu'il a ici, très sympathique, dans les mains, mais c'est la taille de la figurine, ici. Donc voilà, en ce qui concerne les différents types d'unités. Alors, dernière chose, lorsqu'on constitue sa liste d'armées, il faut que un des personnages soit le warlord. C'est ce que vous avez ici avec la petite couronne. Moi, c'est l'officier impérial qui va se situer dans une unité d'hommes d'armes, ici, men at arms, avec dans sa même warband des arbalétriers et des archers. De l'autre côté, la deuxième warband est constituée d'un prêtre monté, un priori commander, ici des Grimson Tower, qui sera dans une unité de Grimson Tower avec une deuxième unité de cavalerie, ici restreinte, de Seal Temple. Alors, je vous ai parlé du type, mais vous voyez qu'ici, en dessous, il y a une classe également. Donc ça, c'est le deuxième point important. Quand vous constituez une liste, vous allez avoir des unités qui vont être médium, des unités qui vont être heavy, lourdes donc, et vous allez avoir des unités qui vont être light. Alors, qu'est-ce que ça a comme importance? Alors, c'est très important pour ce qui est de marquer des points avec les objectifs, mais aussi pour l'arrivée en jeu. Une des particularités de ce jeu, ici, c'est au début, tour 1, la table est comme ceci. Rien n'est sur la table. Et les unités vont entrer progressivement au tour 1, 2, 3, 4 et jusque 5. Alors, il est possible que dès le tour 2, l'intégralité de l'armée soit sur table, hein, simplement parce que vous avez été un peu chanceux ou vous avez construit une liste qui permettait cela. Mais il est assez rare d'aller jusqu'au tour 5. En général, les armées sont sur table entre tour 3 pour les armées rapides et tour 4 pour les armées un peu moins rapides. Mais cette différence va permettre de se mettre en position. N'oubliez pas que c'est de la prise d'objectif, alors pas sur le tour 1, mais à partir du tour 2. Et le fait d'être déjà nombreux au tour 1, ça permet dès le tour 2 d'être en position d'aller faire quelque chose. Alors, je vais quand même moduler cela parce que les unités light entrent au tour 1, 2 et 3. Les unités moyennes 2, 3 et 4. Les unités lourdes 3, 4 et 5. Or, les unités légères, light, ne peuvent pas scorer sur des objectifs. Ça veut dire qu'elles peuvent contester les objectifs. On verra comment on prend un objectif après. Donc les deux objectifs, je rappelle, qui sont là et là. Mais elles ne peuvent pas le prendre. Ça veut dire que pour pouvoir prendre un objectif, il faut au moins être médium. Alors, il existe très peu, ça a été limité, il y en avait un peu plus, mais la dernière mise à jour l'a limité, quelques cas de figure où une unité light peut quand même scorer. Alors, par exemple, pour les Spires, mais qui vont être vus, les unités light, grâce à la biomancie, peuvent devenir moyennes et de ce fait scorer. Il y a d'autres cas de figure, je crois qu'il y en a aussi chez les Nords, où on peut faire compter, alors en fait, une unité light compte pour 0, et on la fait compter pour son socle de commandement pour plus 1. Auquel cas, évidemment, elle peut scorer. Donc, on va revenir sur cette façon de scorer, puisqu'on en parle ici maintenant. En fait, pour scorer sur un objectif, on compte le nombre de socles. Celui qui a le plus de socles l'emporte. Avec quelques petites différences, un socle de monstre compte pour 3, les autres socles comptent pour 1, mais il faut avoir plus que l'adversaire, certes, mais il faut aussi avoir au moins un socle qui ne soit pas light. C'est-à-dire que les lights vont contester, c'est-à-dire que dans le nombre, si vous avez 3 lights et en face il y a 2 médiums, eh bien vous gagnez en termes de points, mais vous n'avez pas l'objectif parce que ce sont des lights. Par contre, votre adversaire a moins de points, enfin de stand sur l'objectif que vous, donc ne score pas non plus. Donc les lights peuvent empêcher de scorer pour l'adversaire, mais ne vont pas scorer eux-mêmes. Voilà un petit peu le principe. Alors, pendant que j'y suis dans la liste, il y a également une exception. Le personnage des Yoroni compte pour 3, alors que c'est une brute en termes de stand.
ici. Voilà. Donc, je continue ici avec la deuxième armée, celle des Yoroni. Alors, à sa tête, une figurine de Kitsune Bakasu, ici. Alors, dans cette liste-là, je n'ai qu'une seule warband, avec 1, 2, 3 et 4 unités. Alors, l'idée, c'était de faire des listes un petit peu dissymétriques, ici pour vous montrer un peu ce que ça donne, c'est-à-dire une liste avec beaucoup d'activation, une liste avec peu d'activation. On va voir après de quoi il s'agit. La Kitsune, en fait, oups, si je ne mets pas la vidéo, ça ne sert à rien que je présente devant. Voilà, ici, donc la Kitsune, c'est celle-ci. En fait, il y a deux personnages. Là, normalement, c'est celle qui est magicienne, mais j'ai utilisé l'autre. Bon, ça servira de proxy ici. La deuxième étant encore dans l'atelier de peinture. Les Domaru Damashi, unité light, que voici. Ensuite, une unité de Tengu Ayakashi, ce sont des tireurs. Que voici. Ensuite, alors vous voyez, c'est marqué Modular Regiment. En fait, c'est une particularité des Yoroni qui peuvent avoir des régiments avec des unités, avec des figurines différentes. Alors j'en ai fait qu'un seul comme ça, c'est le troisième ici, qui va posséder donc 3 socles. C'est 2 minimum pour eux et pas 3. Dans ces 3, vous avez 2 Oni Ayakashi et un Kami Ayakashi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra après ce que c'est au niveau des figurines. Mais disons que ça permet d'associer différents effets ici au niveau du jeu. Enfin, le Daiokai, qui est un monstre. L'idée était de montrer une liste avec monstres également. Alors, je vous ai parlé d'activation, puisque maintenant, ici, on a parlé des armées, des constitutions d'armées. Je vais quand même revenir sur un point, sur une constitution d'armée. Donc, en fait, une armée peut contenir de nombreuses unités, ou au contraire, quelques unités. Il est évident que si vous avez quelques unités, ça sera plutôt une armée d'élite, alors que si vous avez beaucoup d'unités, ça sera plutôt une armée MSU Multi-Small Unit, comme on l'appelle ici. Alors, quel est l'inconvénient, l'avantage de chaque type? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un jeu tour par tour, mais activation par activation. C'est-à-dire qu'on va activer tour à tour une unité ou un personnage. Ça veut dire que si vous avez plus d'unités, eh bien, vous allez finir le tour seul et pouvoir, avec la suractivation, avoir finalement le positionnement de votre ennemi et avoir ce petit avantage. Par contre, vous serez très fragile. C'est-à-dire qu'en général, les unités adverses, si elles sont beaucoup plus fortes parce que moins nombreuses, pourront très facilement manger à chaque tour une de vos unités et donc rétablir petit à petit l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui est bien, pas bien? Bon, ça, c'est à chacun de voir, et c'est plutôt lorsque vous maîtriserez le jeu que vous ferez un choix sur ce que vous préférez. Mais j'aimerais quand même dire une chose sur la constitution, non pas en termes de nombre, mais en termes de classe. Alors, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez que la semaine dernière, j'ai mis une vidéo, 1500 points, Nords face à des Dwegom. Alors, en fait, au 8e tour, il n'y avait plus qu'une figurine avec 2 points de vie sur la table, qui a scoré pendant 2 tours suivants. En fait, c'était une de mes figurines, ça aurait pu être celle de mon adversaire, ça s'est joué sur un dernier jet de dés, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, donc annihilation quasiment totale des figurines des deux armées, mais un très gros déséquilibre en termes de points. Pour quelle raison? Essentiellement parce que j'avais une armée qui arrivait plus vite que celle de mon adversaire. Et bien ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous mettez des troupes light, elles vont arriver avant des troupes médiums, qui vont arriver avant des troupes lourdes. Et quand vous affrontez un adversaire qui n'a que des médiums et des lourds, et qui n'a pas vraiment de capacité spéciale pour les amener facilement, eh bien, il va être en retard. Il va être en retard, donc vous allez pouvoir prendre le terrain. Vous allez pouvoir prendre le terrain, l'embêter avec vos troupes légères et scorer avec les autres. Et les quelques tours où vous allez pouvoir scorer parce que vous êtes en avance,
eh bien, il aura peut-être du mal à compenser en fin de partie et récupérer donc des points objectifs ici. C'est pour ça qu'il est important aussi que si vous faites une liste, d'aller jusqu'au bout des tours, parce qu'évidemment, vous avez des armées, vous allez voir qu'il y a un gros déséquilibre entre certaines armées, quand vous pratiquerez un peu plus, et vous verrez que certaines armées ne scorent pas beaucoup au début de partie, mais par contre deviennent très fortes en fin de partie, typiquement les Old Dominion, qui ont cette particularité de, comment dire, devenir de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'elles prennent des pertes. Alors évidemment, s'il y a trop de pertes, il n'y a plus de figurines, mais malgré tout, elles sont beaucoup plus fortes en fin de partie qu'en début de partie. Je parlais des Nords. Les Nords sont des troupes très rapides qui peuvent être très violentes au niveau des attaques. Par contre, si c'est elles qui se font attaquer, elles sont un petit peu en carton et sautent assez facilement. On retrouve un peu la même chose avec les Wadroom, par exemple. Bon, après, en fonction des... Oula, si je vous donne des coups dans la vidéo. En fonction des différentes listes. Alors, il ne fallait pas toucher, j'ai touché. Voilà. On y est presque. Hop, hop. Ah oui, c'est parce qu'il y a un temps de latence. D'accord, c'est pour ça que j'ai du mal à régler. Ok, bon. On dira que ça va. Allez, c'est bon. J'essaie de plus y toucher. C'est pas gagné. Donc, parlons maintenant des règles. Alors, le principe ici de Conquest, c'est de jouer avec des activations. C'est-à-dire que chaque liste, hop, ici, voilà, par exemple, la liste des 100 royaumes, chaque liste va donc avoir, comme celle-ci, vous voyez, ici, un certain nombre de cartes. Chaque carte correspond à une unité ou un personnage. Voilà. Donc, un tour va commencer de la manière suivante. On va commencer par essayer de voir quelles sont les troupes qui entrent. Au tour 1, seules vont rentrer des troupes légères. Alors, ici, si je prends mes... voilà. Mon unité de 100 royaumes possède 2 unités légères. Donc, à ce stade, j'ai le droit d'en faire entrer une gratuitement. Une parmi celles éligibles, donc uniquement des unités légères. Je vais faire entrer celle-ci. Ensuite, je vais devoir lancer un dé pour l'ensemble des cartes restantes. Pour les unités légères, elles rentrent sur 1, 2, 3, 4. Et c'est là qu'on commence. Alors ça c'est 1, oui, sur les dés Conquest, le symbole est sur le 1. Pourquoi? Parce que le 1, c'est le mieux que vous puissiez faire sur un dé. Le 6 étant le plus mauvais. Sauf pour les distances de charge, bien sûr, où là c'est carrément un nombre de pas. Donc forcément, c'est l'inverse. Donc c'est assez paradoxal, c'est un jeu, c'est une particularité du jeu où on va jouer à l'envers en quelque sorte de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire que vous allez sauter au plafond quand vous faites des 1 et des 2 et vous allez hurler quand vous allez faire des 5 et des 6. Voilà. Donc dans la situation présente ici, 2 unités peuvent entrer en jeu. En ce qui concerne les Yoroni, c'est beaucoup plus simple, puisqu'ici, je n'ai qu'une seule unité légère, donc elle pourra rentrer automatiquement. Et donc, j'ajoute une carte. Et là, tout de suite, une première différence entre ces deux armées. Les Yoroni est la seule armée qui va faire entrer, qui va utiliser des cartes qui ne sont pas des cartes d'unité, mais qui sont des cartes liées au Battle Roll. Vous voyez ici, par exemple, la Kitsune Bakasu est un personnage, caractère, fou. Si je continue, les Domaru Damashi sont mou, etc., etc. Donc en fait, ça, ce sont des cartes spéciales. Ça veut dire que pour activer une unité, je vais donc prendre une carte, mais pas forcément la carte de l'unité, enfin la carte correspondant au Battle Roll de l'unité. La différence, c'est que si vous prenez n'importe quelle carte, qui ne soit pas celle du Battle Roll, eh bien vous activez l'unité de façon basique. Par contre, si vous prenez la carte correspondante, à ce moment-là, vous allez bénéficier d'un bonus. Un bonus qui peut être conséquent dans certaines situations.
Voilà. Donc ça donne plus de souplesse, mais on verra qu'au cours des activations, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ici, j'ai donc tiré ce qu'on appelle renforcement. J'ai donc 2 unités qui vont rentrer pour la première armée qui va jouer dans ce sens ici, c'est-à-dire les 100 royaumes. Et de l'autre côté, il n'y aura que les Domaru avec une carte mou. Voici la carte mou. La voilà ici. Voilà. Donc ça, c'est la première partie d'un tour, la phase de reinforcement, comme elle est nommée, de renfort en quelque sorte, ici. Alors, évidemment, à partir du tour 5, cette phase n'existe plus puisque tout le monde est sur la table, à partir du tour 6, parce qu'on peut rentrer encore le tour 5. Deuxième partie, on va classer ces cartes. C'est-à-dire que l'on va choisir dans quel ordre elles vont apparaître. Alors, évidemment, quand vous avez 2 cartes ou une seule, c'est relativement rapide. Donc ici, on les classe et on les met face cachée, comme ceci. Voilà. Donc on a construit chacun un deck. Ici, 2 cartes. Ici, une seule carte. Celui qui a moins de cartes aura la possibilité, sur le jet de dés suivant, de retrancher un s'il le souhaite. Et donc, à ce stade, on va lancer 2 dés. Donc, je vais prendre le dé bleu pour l'ironie et l'autre pour les 100 royaumes. Donc, voilà le résultat. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce résultat-là est intéressant. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, effectivement, ici pour voir. Donc, j'ai fait 4 ici et 5 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui fait le résultat le plus faible choisit qui commence. Ici, si on ne fait rien, ce sont les 100 royaumes. Mais, ayant moins de cartes, il a la possibilité de réduire de 1. Ce qu'il va faire, on va faire ici. On tombe donc sur un 4. 4, 4, égalité. On est obligé de relancer. Alors, s'il y avait le même nombre de cartes, en cas d'égalité, on relance. C'est le même principe. Je recommence. Donc ici, décidément, le 2, je le transforme en 1 et on recommence. Alors, ça peut durer un petit moment. Si ça continue, je vais arrêter ici. Voilà. Nouvelle situation. Cette fois-ci, après 2 lancers de dés avec égalité grâce au bonus, eh bien, j'ai 5 pour l'ironie, 6 ici pour les 100 royaumes. Donc, à ce niveau, c'est le joueur ironie qui doit choisir. Au début, on a plutôt intérêt à laisser jouer l'adversaire en premier pour voir comment il va se positionner. Donc, le joueur, ici ironie, demande au joueur 100 royaumes de commencer. On retourne donc la première carte, qui sont les Mercenary Crossbowmen. Alors, à partir de là, on active l'unité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on active une unité? Lorsqu'on active une unité, on commence par voir si cette unité a un événement de tirage, draw event. Si cette unité n'a pas d'événement de tirage, si elle n'est pas broken, enfin on verra ça après, en fait, on va activer l'unité et on va donc faire 2 actions. Les actions doivent être différentes, sauf la marche. La marche étant la seule action que l'on peut faire plus d'une fois. Certaines capacités permettent de faire des actions supplémentaires. On ne peut jamais dépasser 3 actions. Ça, c'est une règle de la dernière version importante. Alors, donc je vais prendre mon unité de crossbowmen et je vais les déplacer. Alors, imaginons que je veuille les faire entrer à partir d'ici. J'enlève ici ce décor. Eh bien, puisque la limite est juste devant, on commence à comptabiliser à partir de cette position ici, c'est-à-dire à l'extérieur de la table. En d'autres termes, il suffit de prendre une règle, de mesurer la distance de déplacement et de prendre l'avant du socle. Alors, comment ça marche? Ici, eh bien, je vais revenir sur la liste et vous mettre les Mercenary Crossbowmen. Et on va parler maintenant des caractéristiques. Donc, les Mercenary Crossbowmen, la première caractéristique, c'est M. M comme mouvement, tout simplement. C'est donc le nombre de pas
que l'on peut effectuer. Alors j'ai plusieurs règles différentes. Voilà ici les règles que vous trouvez dans les boîtes d'armée, que vous trouviez dans les anciennes, maintenant elles sont en plastique, un peu plus pratiques puisqu'elles sont pliables. Ils sont gradués donc en pouces. C'est tout simplement l'unité de base et le pouce. Mouvement de 5, ça veut dire qu'on peut faire 5 pouces. Alors, comment s'effectue le mouvement? Eh bien, le mouvement se fait vers l'avant. Il se fait soit droit devant, soit en effectuant des roues pour progresser. Alors, je vais vous montrer avec un seul socle ici. Après, je mettrai les différents socles. Donc, d'abord, le plus simple, un mouvement droit devant de jusqu'à 5 pouces. Eh bien, j'avance jusqu'à maximum 5 pouces. Ensuite, j'ai la possibilité, toujours avec ce mouvement, d'effectuer une roue. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on commence par tourner en pivot sur un point et on mesure la distance parcourue par le point opposé. On avance et on peut refaire dans un sens, dans l'autre ou continuer autant de fois qu'on veut, du moment que la somme de ces petits déplacements ne dépasse pas 5. Ça, c'est la deuxième possibilité en termes de mouvement. Troisième possibilité en termes de mouvement, on peut effectuer un mouvement latéral, strictement latéral, hein, pas en biais, quoi que ce soit, de la moitié de son déplacement, donc ici jusque 2,5. Enfin, dernière possibilité, on peut faire un déplacement vers l'arrière, ici jusqu'à la moitié de son déplacement. Dans un même déplacement, on ne peut pas aller latéralement sur l'arrière, c'est soit sur l'arrière, soit sur la droite ou la gauche, soit sur l'avant avec éventuellement des roues, mais pas l'ensemble combiné. Donc, on a le droit à deux actions qui peuvent être des actions de mouvement. Maintenant, il ne s'agit pas que d'avoir un seul socle, mais en fait, mon unité, en tout cas celle-ci, possède 3 socles. Comment vais-je placer ces socles? Eh bien, je peux les placer de différentes façons. Je dois avoir au minimum 2 stands, sauf s'il ne me reste plus qu'un bien sûr, 2 stands sur la première ligne. Sur les lignes suivantes, le même nombre, sauf pour la dernière, par exemple ici, avec une troisième. Quand vous placez sur les lignes arrière, vous placez le plus au centre possible. Pas question de mettre comme ça ou comme ça. Ensuite, je peux, et bien sûr, les mettre sur une même ligne, comme ceci. Une ligne de 3, si j'en avais 6, je pourrais avoir 2 lignes, etc. À l'intérieur, comment vais-je les placer? Eh bien, il y a, en général, c'est le cas ici, vous voyez, commande modèle, leader, standard bearer. Ça veut dire que dans cette unité, il y a un leader, une bannière. Cette bannière va donner un bonus, on va en parler après. Toujours est-il que ça constitue ce qu'on appelle le stand de commandement. Ce stand de commandement doit être placé au centre. Donc comme ceci. Si je n'ai que 2, évidemment, là, le centre, forcément, c'est soit à droite, soit à gauche. Mais très attention. Quand vous placez vos stands, vous allez, au fur et à mesure de la partie, avoir des pertes. Imaginons ici, cette situation, je suis comme ceci. Voilà. Dans cette situation, ça veut dire que là, je suis à moitié sur l'objectif. Oui, vous allez me dire, c'est une troupe light. Oui, mais bon, c'est pour la démonstration ici, de façon globale. Donc évidemment, une troupe light. Mais en tout cas, ici, je compte au moins pour 1 pour contester. Donc, 1 pour contester. Imaginons qu'il y ait une unité ennemie qui soit ici, qui elle soit moyenne, qui soit placée comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais tirer dessus. Eh bien, je perds un stand. Eh bien, le stand que je perds, ça sera forcément celui-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est le stand leader. Et malheureusement, ici, je suis un petit peu coincé. Si j'avais été dans cette situation-là, comme ceci, eh bien, j'aurais perdu celui-ci. Vous allez dire, c'est difficile de prévoir. Sauf que si votre objectif, c'est d'aller sur l'objectif ici et que vous êtes dans cette situation-là, en avançant, vous avez intérêt à commencer à retirer celui-ci. À partir du moment où vous avez fait ce choix, à partir du moment où vous avez commencé à blesser un stand, c'est celui-là qui va continuer à prendre des pertes. Voilà. Donc attention au positionnement, c'est pas anodin et ça peut faire quelques petites blagues. Alors je vois malheureusement dans certains rapports de bataille qu'ils prennent la légèreté de passer de l'un à l'autre. Ah bah non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre, etc. Ou de ne pas le placer au centre. Bon, c'est dommage parce que ça fait aussi partie de la règle et des erreurs qu'on peut parfois commettre, malheureusement, dont l'adversaire peut se, profiter. Donc, je suis à l'extérieur comme ceci, je vais donc pouvoir faire jusqu'à 2 mouvements vers l'avant.
vous avez bien compris que c'était une unité de tireur, donc j'avais quand même intérêt à la mettre, si possible, on va dire, dans cette zone, on va dire ici, de façon à pouvoir arroser droit devant. Voire défendre celui-ci, mais attention, n'oubliez pas que ça fait une taille 2 ici et ça peut gêner. Taille 2, c'est la taille des monstres, c'est-à-dire que si derrière vous avez un taille 2, il est caché. En tout cas, au moins l'instant. Donc, je vais faire mon déplacement. Mon déplacement est donc possiblement de 10 ici. Mais, comme je possède, ça c'est une règle liée à l'étendard, un étendard, lorsque j'effectue 2 marches, la deuxième, je peux faire un pas supplémentaire. Donc en fait, je peux entrer de 11 ici. Et mon unité est sur table. C'est à mon adversaire de s'activer. Il va s'activer avec son unité mou ici, c'est-à-dire les Domaru Damashi. Et si vous voyez bien, ils ont 7 en déplacement. Ils peuvent donc se déplacer de 14 lorsqu'ils arrivent sur la table. Une dernière petite chose, je suis allé un petit peu vite. Alors évidemment, bon, ici c'est un petit peu délicat parce que je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, mais l'une des particularités de l'officier impérial ici, c'est de donner comment dire, aux unités qui arrivent sur table des capacités spéciales. Je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais sachez que en fait, j'aurais pu, sur mon unité ici, avoir Vanguard 4 et faire 4 de plus dans mon déplacement. Vanguard étant une règle spéciale qui permet d'avancer un peu plus lorsque vous arrivez sur le terrain. Alors, de l'autre côté, même chose, donc 14, à partir ici du bord de table. Donc là, je suis à 12, là, je suis à 14. Donc, je vais me positionner comme ceci. Alors ça, c'est... Donc le leader, c'est lui. Ici, voilà, que je mets à nouveau au centre. Voilà. Ce n'est pas toujours facile, hein. Il y a certaines unités qui ne sont pas forcément faciles à faire tenir sur table. Ok, alors évidemment, si je ne vous remets pas encore une fois la vidéo, voilà, donc j'ai amené l'unité ici en face. Phase suivante, je viens avec ma deuxième unité ici, qui sont des miliciens Bowman. Alors, cette unité est très peu chère, très fragile, mais elle a quand même un tir à une distance assez importante. On verra après au niveau des tirs. Donc, elle peut bouger de 11 également et venir se positionner, par exemple, ici. Alors, juste une précision, je déroule le jeu, je ne cherche pas à être efficace, je veux simplement qu'il y ait des situations pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du jeu. De toute façon, on ne va pas faire la partie complète. Voilà, donc on a parlé de ces premières activations. Vous avez vu comment se déroulait ici un tour. Là, le premier tour est terminé, c'est relativement rapide, il y a peu d'unités sur table. On va rentrer un peu plus dans le détail des règles et on va parler des actions possibles. Alors, les actions possibles, il en existe de deux types. Si on est au corps à corps et si on n'est pas au corps à corps. Pour l'instant, on n'est pas au corps à corps. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous avez vu déjà la première d'entre elles, la marche, qui est la seule que l'on peut faire 2 fois. Ensuite, vous avez la charge. Alors, comment effectue-t-on une charge? Eh bien, imaginons ici, alors je vais vous prendre une unité, voilà, que je vais mettre sur table. Par exemple, ici, alors, voilà, comme ceci. Donc, mon unité est constituée d'un leader et de 2 autres stands. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas identiques ici. Et je suis dans cette situation, je m'active. Je veux donc effectuer une charge.
Pour effectuer une charge, je vais mesurer la distance la plus courte qui sépare l'un de mes stands d'un stand adverse. Là, en l'occurrence, je suis entre 7 et 8, puisqu'il y a plus de 7 ici. Donc, la distance de charge est 8. J'ai une distance de charge de 8. Je vais vous remettre l'unité. Et la vidéo, si je peux l'attraper comme ça. Non. Voilà, comme ça permettra d'y aller plus facilement. Donc, ici, j'ai l'unité suivante. La voici, oui. Ici, je vais décaler un petit peu. Voilà. Et donc, mon unité, vous voyez, a un mouvement de 6. Donc, je dois faire 8. En fait, une charge, c'est le mouvement plus un des 6. Donc, ici, je peux lancer un dé, je fais 3. Je fais donc 6 et 3, 9. La distance est inférieure à 9. Donc, la charge est réussie. Et donc, maintenant, je vais effectuer mon mouvement, sachant que j'ai le droit de faire une roue jusque 90 degrés avant de me déplacer. Ensuite, je me déplace en ligne droite. Enfin, je viens fermer sur l'unité. Tout ceci en optimisant le nombre de socles en contact. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible ici de manœuvrer pour venir me placer là-bas. Il faut vraiment que j'optimise ici au niveau de la charge. Donc là, cette charge est relativement facile, puisque ici, eh bien, pour être dans l'axe, il faut que je fasse une toute petite roue. Je vais ensuite tout droit, comme ceci, là. Arrivé dans cette position, je chevauche là, mais je n'ai pas terminé. Je peux passer dessus, je ne peux pas m'arrêter dessus. Je viens donc maintenant fermer et ma charge, en tout cas la partie mouvement, est terminée. Quand on effectue une charge, certaines figurines ont ce qu'on appelle un impact. Si vous voyez bien, celles-ci ont un impact. 2 pour chacune d'entre elles. Je vais donc réaliser des touches d'impact maintenant. Quand j'aurai réalisé ces touches d'impact, mon action sera terminée. Je n'ai pas frappé encore. Ça veut dire que si je veux poursuivre, ici, en l'occurrence faire un corps à corps, c'est une action supplémentaire. Ça signifie que si vous pensez être trop loin pour une charge, vous avez le droit de faire une marche suivie d'une charge, auquel cas, vous ne pourrez pas faire derrière frapper. Si vous avez de l'impact, vous en avez, donc vous pouvez quand même faire des dégâts, mais vous ne pourrez pas frapper. Il y a d'autres moyens, il y a des petits filements, etc. après, mais l'action de combat ne pourra pas être réalisée. C'est très intéressant parce que parfois, ça permet d'aller bloquer une unité. Ça arrive même de le faire avec une unité qui n'a pas d'impact, qui va juste venir se coller à l'adversaire pour le bloquer dans une position, et donc libérer la place éventuellement pour une autre, ou venir engluer une unité forte, l'empêcher de charger, parce que l'impact c'est uniquement sur la charge, etc. etc. Donc c'est des choses qui peuvent être calculées, qui parfois sont intéressantes. Donc on était à la charge. Ensuite, je finis les actions hors combat. On reviendra après sur la façon de réaliser l'impact et réaliser l'attaque. Alors, la marche, on a dit, la charge. Ensuite, le ralliement. Si jamais vous êtes ce qu'on appelle broken, c'est-à-dire démoralisé, eh bien, vous pouvez faire une action pour enlever cet aspect démoralisé. Alors, pourquoi le faire? Parce que quand vous êtes démoralisé, vous ne pouvez pas charger déjà. Ensuite, vous avez pas mal de malus, impossibilité d'être soigné, impossibilité, etc., etc. Toute cette série de malus fait que c'est toujours quand même intéressant de dépenser une action pour éviter d'être broken. Et si vous êtes broken et que vous l'êtes une deuxième fois, vous êtes éliminé. Donc, ça peut être gênant. Alors, comment est-ce qu'on devient broken? Lorsque la moitié au moins des stands est détruit. Si vous en avez 4, ça veut dire 2. Si vous en avez 5, ça veut dire 3. Il faut au moins la moitié. 2, ce n'est pas la moitié. Par rapport à ce que vous avez au début d'un tour, hein, bien sûr. Si vous commencez à 8 stands, que vous passez à 6, vous en avez perdu 4, vous n'êtes pas broken. Vous en reperdez 2,
vous n'êtes pas broken au tour suivant, hein, du moment que c'est le tour suivant. J'ai recommencé à taper dans la perche. Désolé. Oups là. Voilà. On continue. On peut se reformer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des mouvements. Autre action que l'on peut réaliser, se reformer. Ça veut dire prendre une autre formation dans une autre orientation, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, si vous êtes sur 2 rangs, vous pouvez passer sur un rang. Si vous êtes sur 3 rangs, sur 2 rangs, sur un rang, enfin peu importe, du moment que c'est légal, c'est-à-dire au moins 2 de front, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, parfois, c'est de passer entre les décors. Tout simplement, quand vous avez des décors infranchissables, si vous avez ici, si j'avais 4 socles, je serais obligé de me reformer pour passer minimum à 3 et passer. Donc ça, c'est une action. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Vous repérez le centre de votre unité, ici par exemple, et à la fin, le centre d'unité doit toujours être là. Par exemple, ici, si je veux me reformer dans ce sens-là, là c'est juste une rotation. Mais si au contraire, je veux me mettre sur 2 rangs, eh bien, je dois faire en sorte que le centre qui maintenant est grosso modo à peu près ici, voilà, que le centre qui est ici soit à nouveau le centre. Voilà. En gardant une formation légale. Donc ça, c'est très intéressant. Sachez qu'il y a une capacité qui permet de le faire gratuitement en plus. C'est pour les unités très mobiles, à la fin ou au début du mouvement. Vous pouvez changer complètement d'orientation, etc. Mais c'est une action. Ensuite, on peut tirer. Tirer, c'est une action dite de voler. Voler de flèche, dans le sens, bien sûr. Vous pouvez également viser. Ça veut dire que vous vous donnez un bonus pour tirer. Enfin, vous pouvez ne rien faire. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire au corps à corps. Je reviendrai sur le tir après. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au combat? Eh bien, on peut se taper dessus. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la deuxième partie. On peut également se rallier. Et oui, si on est broken comme tout à l'heure. On peut se reformer. Bah oui, si on a été attaqué sur le flanc, on peut vouloir se retourner pour se mettre face à l'ennemi, hein, parce que vous verrez qu'une attaque de flanc, ça peut être gênant. D'abord parce que tous nos stands ne sont pas forcément en contact pour frapper, donc, etc., avec tous les problèmes que ça peut poser. Mais cette reformation de combat, elle nécessite un test de morale. Alors, on va en parler tout de suite. Le test de morale s'effectue sur la valeur de résolution. Vous voyez, c'est 3 par exemple ici, cette unité. Si elle veut pouvoir se reformer, va lancer un dé. Si elle fait 1, 2, 3, pas de problème. Si elle fait 4, 5, 6, presque pas de problème. C'est-à-dire que la reformation va avoir lieu, mais avec une perte de points de vie. Voilà, pour l'unité. On continue. On peut également, lorsqu'on est au combat, s'inspirer. Alors, qu'est-ce que c'est que s'inspirer? C'est la même chose pour le combat que viser lorsqu'on tire. C'est-à-dire qu'on va faire un clash, mais on va dépenser 2 actions, une action pour taper, une action pour s'inspirer, c'est-à-dire pour être plus efficace. Petite précision, lorsqu'on effectue une charge, on l'est automatiquement. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on a fait une charge, si derrière on fait un clash, on a l'inspiration gratuite. Enfin, on peut effectuer une retraite. Alors la même chose, test de morale. En cas de réussite, on prend 1 des 6 PV. En cas d'échec, on prend 1 des 6 PV multiplié par le nombre de stands. Donc c'est quand même très compliqué. Et après, on recule avec ce qui reste, s'il en reste. Enfin, on peut passer. Et on peut passer également lorsqu'on est au corps à corps, c'est-à-dire ne rien faire. On est activé, mais on n'a pas tapé. Alors, quel est l'intérêt? Il se trouve qu'il y a des unités qui, lorsqu'on tape dessus, renvoient des dégâts. Alors parfois, on a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de combat, parce que s'il y a un combat, on risque de perdre une unité, de devenir broken, donc de ne plus pouvoir compter sur l'objectif. Oui, quand on est broken, on ne peut pas non plus prendre d'objectif, etc., etc. Bien, donc on va revenir ici maintenant au combat, et on va regarder maintenant comment s'effectue un combat. Donc dans les caractéristiques, après le mouvement, on a V pour voler, on verra que c'est pour le tir après. Alors, toutes les unités ont une caractéristique de voler, celles qui n'ont pas de tir, ça ne sert à rien. Ensuite, C pour clash, ça c'est la capacité de combat. Donc souvenez-vous, mon unité ici avait de l'impact. Donc, 2, impact 2, ça veut dire qu'on a 2 dés par socle, qu'il soit au contact ou non pour le clash. Ça veut dire qu'ici, dans la situation présente, puisque j'ai 3 stands qui sont arrivés,
J'ai donc 6 dés. Et je vais encore une fois taper. Je vais mettre voilà, les dés de l'autre côté. Ça m'évitera de passer devant la caméra à chaque fois. Donc, j'effectue ici l'impact. Ah bah, je suis tout à fait stable puisque j'en réussis 3, j'en rate 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire maintenant que mon unité a pris 3 touches. Elle peut essayer d'éviter de prendre des points de vie. Comment? Eh bien, je reviens sur mes crossbowmen, et mes crossbowmen ont une caractéristique de défense de 1, une caractéristique d'évasion de 0. La défense, c'est vous mettez en opposition avec votre armure. L'évasion, c'est vous esquivez en quelque sorte le coup. L'évasion, ici, quel que soit le coup, eh bien, vous pouvez l'éviter. Alors, pas quand vous avez 0, hein, puisqu'ici, ils n'ont pas d'évasion. Alors, je n'ai pas pris non plus l'unité la plus résistante au corps à corps. Vous allez voir qu'elle va complètement exploser. Mais la deuxième, ici, la défense est de 1. Ça signifie que sur un 1, j'évite les dégâts. Donc, j'ai été touché 3 fois. Je vais lancer 3 dés. Je fais un 1, j'en évite 1. Je prends donc 2 points de vie. J'ai donc pris 2 points de vie, ici, sur un socle. Et c'est là que je dois choisir si je prends celui-ci ou celui-ci. Parce que c'est le premier qui va être éliminé. Alors, honnêtement, là, ils sont tous morts. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans certaines situations, ça peut être important. Ça n'est pas terminé. Puisque j'ai pris 2 dégâts, je vais donc maintenant devoir faire un test de morale. Les tests de morale se font sur les dégâts pris au corps à corps et sur les dégâts pris à cause de la magie, pas sur les dégâts liés au tir. Donc, j'ai donc 2 échecs. Je dois donc faire ici 2 G. J'ai 2 en résolution, 1, 2. Donc, j'ai fait un 2. Ici, c'est... Excusez-moi, je suis en train de parler sans la vidéo. Voilà, j'ai lancé mes 2 dés ici. Donc, sur 1, 2, c'est une réussite. Donc, mon test de morale est réussi. 5, c'est un échec. Je prends donc un 3e point de vie. Et à ce stade, on a terminé la charge. Donc, si mon unité en face avait fait marche et charge, on s'arrête là. Si par contre, elle a fait une charge et qu'il lui reste une activation, eh bien, elle va effectuer un clash. Donc, effectuer un clash ici. Voilà, je remets l'unité. Alors, à savoir que si on l'avait activé avec la carte K, ça donnait des bonus, aussi bien pour l'impact que pour ça. Je n'en tiens pas compte ici. C'est des particularités liées aux figurines que vous pourrez découvrir avec les différentes armées. Alors, on va continuer ici avec le combat. Donc, j'ai 3 socles ici. Si vous regardez bien, les socles de Oni. Alors, c'est ça. Les socles de Oni, je ne t'ai perdu dans le nom, ont 5 attaques. Donc, on passe à la caractéristique suivante, le A pour le nombre d'attaques. Le socle de Kami, 5 attaques également, ici. Mais le Oni est un chef, donc un leader a une attaque supplémentaire, ça fait 6. Donc ça fait 6 pour le leader, 5 et 5, 10. Je suis à 16 dés d'attaque. Encore une fois, avec la carte K, j'aurai des bonus. Donc 16 dés d'attaque de 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 dés d'attaque. Voilà. Donc, 16 dés d'attaque. Vous voyez que le clash est de 3, mais rappelez-vous, l'inspiration est gratuite sur la charge. Donc,
je réussis sur du 4. Alors, à savoir que si on a déjà 4 en clash, on ne passe pas à clash 5, mais à 4 relance des 6. Donc là, tout ce qui est 5 ou 6, ce sont des échecs que je retire. Alors, bon, ce n'est pas un jet de dés extraordinaire. Malgré tout, je fais 3 et 3, 6 et 3, 9 touches. J'ai 9 touches, mais si vous regardez bien ici, les Oni ont cleave 2. Pas le Kami. Oui, j'aurais dû séparer les dés, excusez-moi. Je voulais aller un petit peu trop vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les règles spéciales, en l'occurrence cleave 2, ça abaisse l'armure de 2. On va considérer que c'est 2 tiers. Ce sera beaucoup plus simple ici. Voilà. De toute façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon armure est à moins 2. Armure moins 2, ça veut dire que vous baissez de 2 la défense. Je baisse de 2 la défense est de 1, donc je suis à 0, je n'ai plus de défense. Donc, ces touches-là blessent automatiquement. Ça fait 6 blessures. L'autre, eh bien, j'ai une défense de 1, je rate les 3, ça fait 9 blessures. Je prends donc 9 blessures qui vont m'obliger à faire 9 tests de morale. Test de morale, j'en réussis 2, ça fait 9 et 7, 16. Je prends donc 16 points de vie. Chaque socle en ayant 4, 4 et 4, 8, et un 9 sur 16 qui m'ont été donnés, l'unité est anéantie. Et comme mon adversaire a réalisé ces 2 actions, c'est terminé. Alors, petite précision en ce qui concerne l'inspiration et l'impact. Là, les décors sont importants. Si vous venez d'une forêt, si vous passez à travers une forêt avec la majorité de vos socles, vous allez perdre ces bonus qui vous permettent de faire de l'impact et qui vous permettent d'être inspiré. Voilà. En passant, ce que je veux dire, c'est que le terrain est très important aussi. Si vous êtes tireur, à la limite d'un bosquet, c'est très bien. Comme ça, si vous faites charger, vous ne prenez pas l'impact. Derrière, vous n'avez pas l'inspiration. Bon, ici, ça ne suffisait pas. On va se mettre dans une situation inverse. La charge a été ratée. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se déplace de la valeur du dé droit devant. Donc, souvenez-vous, ici, je me remets à cette situation, je fais 2. Voilà, et je me retrouve donc à avancer de 2 comme ceci. Voilà. Et chance, c'est à mes crossbowmen de jouer derrière. Que vont-ils faire? Ils ont 2 actions. Eh bien, ils peuvent viser et tirer. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Comment fait-on pour tirer? Eh bien, on tire à condition, voilà, de se trouver, hop, je vais me mettre comme ceci, sinon c'est pas forcément, dans un angle ici droit devant, à 45 degrés à droite, 45 degrés à gauche. Donc, vous avez un arc de cercle devant vous. Il faut être à portée. La portée pour eux, c'est 16. Je vais la remettre ici et je vais tout de suite remettre la vidéo. Voilà. Donc, les crossbowmen ont une portée de 16. Ici, c'est ce qu'on appelle le barrage. C'est marqué barrage 3. Ça veut dire que chaque socle peut lancer 3 dés. Plus 1 s'il y a un leader. C'est le cas, si vous regardez, plus 1. Particularité, je suis à mi-portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que je peux ajouter 1 à chaque lancer. Voilà. Donc voilà le nombre de dés que je vais lancer. Ces dés, ici, je vais les lancer sur ma caractéristique de voler. Étant donné que je ne suis pas, j'ai plus visé, je n'avais pas bougé, j'ai fait simplement un tir, donc j'utilise mes 2 actions pour le tir, et bien ma volée passe à 3. Donc tout ce qui sera 1, 2 ou 3 sera une réussite. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les règles spéciales, il y en a pas mal. Vous avez des tirs qui sont plus perforants, vous avez des tirs, si vous réussissez à courte portée, vous avez des touches supplémentaires, etc. etc. Ce sont tout ça des règles spéciales. Ici, la seule règle spéciale que vous avez, c'est armure piercing 1. Ça veut dire que je vais baisser la défense de 1. C'est parti, je lance ici l'ensemble des dés et je regarde quels sont les dés qui ont fait 1, 2 ou 3. Alors c'est plutôt une bonne réussite. Ici, 2, 4, 6, 7, 3 et 3, 6, non, c'est stat. C'est tout à fait stat. Donc j'ai 7 réussites. Ça veut dire que mon adversaire va devoir faire 7 dés de défense. Je reviens ici. Hop, excusez-moi, c'est pas le bon. Voilà.
Je reviens ici sur le nid. La défense est à 3, l'évasion est à 1. Donc, ici, je vais baisser de 1 sa défense, donc elle passe à 2. Alors, comment on sait ce qu'on doit choisir, D ou E? Ben, en fait, vous choisissez le plus intéressant. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre le plus intéressant. Donc ici, en défense, 3 moins 1, ça fait 2. Face à 1, c'est plus intéressant de faire les deux. Donc je vais reprendre tous ces dés et je vais lancer tout ce qui fait 1 ou 2. Ça va être sauvé. Ici, en l'occurrence, 4 points de vie vont être alloués à une des figurines qui est celle-ci ou celle-ci. Et on s'arrête là. Il n'y a pas de test de morale. Voilà un petit peu comment on peut gérer un tir. Voilà, je vous propose maintenant, puisque j'ai vu un petit peu l'ensemble de ce qui pouvait arriver, de simuler un petit tour ou deux supplémentaires. On ne va pas aller plus loin, je ne voudrais pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc on arrive au tour numéro 2. Au tour numéro 2, les unités moyennes peuvent entrer en jeu. Unité moyenne, Seal Temple. Noble Lord dans les hommes d'armes, ici. Et ah bah, j'ai pris 2 fois la carte là, c'est pour ça, Seal Temple ici. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes qui peuvent arriver. Je fais rentrer automatiquement les Seal Temple. Et mon personnage a la capacité Forward Force qui permet de faire rentrer, quand c'est disponible, à volonté, sans lancer de dés. Donc là, je n'ai pas de lancer de dés à faire parce que je peux en faire rentrer une automatiquement et celle-ci, je choisis de la faire rentrer. En ce qui concerne mon adversaire, il se retrouve avec plusieurs unités disponibles, ici. En fait, son leader, qu'on fait rentrer automatiquement, et j'ai 2 unités moyennes. Je vais donc lancer 2 dés pour savoir si elles peuvent rentrer. Donc, ce sont des unités moyennes autour d'eux, elles rentrent sur 2, donc elles ne rentrent pas. Donc, vous voyez une situation ici où je vais avoir 3 cartes d'un côté et une seule de l'autre. Alors, comment faire rentrer ici? Eh bien, je vais mettre les cartes ici dans l'ordre, faire la même chose avec ceci. Voilà. Les tas sont faits. On jette un dé. Pour eux, 3. Pour eux, 1. Ils ont donc 3 moins 1, 2. Ils ont donc la possibilité de choisir. Ils choisissent de laisser jouer les Yoroni. Alors, très rapidement, ici, première activation, une carte fou que je vais attribuer à mon personnage. Comme mon personnage n'est pas encore sur la table, son activation, ici, me permet de temporiser. Donc, elle ne peut pas faire d'action de mouvement, donc elle ne peut pas rentrer sur la table. C'est une façon de temporiser lorsqu'on n'est pas encore sur table. Pardon. Je vais d'ailleurs faire une modification ici. Non, c'est là. Ordre de Seal Temple. Alors, ici, comment est-ce que je vais rentrer? Il faut savoir qu'on est au tour numéro 2. Que j'ai l'arrière de mon régiment le plus avancé, alors les deux ont avancé de la même façon, qui est à ce niveau-là. J'ai donc la possibilité de rentrer par le fond ou par le côté, à droite ou à gauche, jusqu'à cette distance-là. Ce qui me permet finalement d'entrer un petit peu plus en avant. Alors évidemment, au tour 3, si je continue d'avancer, ça sera encore plus valable. Petit détail, si votre adversaire vient dépasser cette limite, vous renvoyez à une unité plus en arrière. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les cavaliers, ici, lors du Seal Temple. Alors pourquoi ceci? Parce qu'ils ont fluide formation dont je vous parlais avant. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité d'effectuer un mouvement de rotation, ici,
de repositionnement à la fin de leur mouvement. Donc, je me place de l'autre côté et je vais arriver avec eux, ici, donc mes 3 régiments, en commençant par ce point qui est ici. Voilà, ici. Je peux donc arriver là. Je ne dois pas dépasser ici la position. Donc j'avance à partir de là, ici, droit devant comme ceci. Voilà. J'ai la possibilité. Donc ici, l'arrière étant là, il faut absolument que je ne dépasse pas, alors, ici, par rapport à l'arrière. Celui-là a fait 12, est à 16. Donc en fait là, ça correspond à un mouvement de 16 par rapport à ma position. J'ai 8 en mouvement, c'est parfait. J'ai une bannière, donc je peux faire 17. Je suis juste un petit peu plus comme ça, voilà, décalé. Et donc à la fin de mon mouvement, je peux faire une reformation. Ce que je fais en tournant autour de moi-même comme ceci. Voilà. Ce qui me permet, vous voyez, d'arriver beaucoup plus loin que si j'avais fait les seuls. Alors ici, la limite, elle est là. 12, 16. Vous voyez, j'ai pu gagner quelques pas supplémentaires et donc me projeter un petit peu plus loin ici. Ensuite, mon adversaire, K. C'est donc l'unité que j'avais mis ici sur la table qui rentre avec la leader. Même chose, elle peut arriver par rapport à l'arrière du régiment ici et faire une progression à partir de là. Donc je vais faciliter, je vais aller un petit peu plus vite ici pour la positionner. Et en fait, comme je démarre à partir de là, comme ça, ici, il est intéressant de voir si j'ai la distance pour aller. Vous voyez, ici, j'ai 6 en mouvement, donc 12. J'ai largement la distance pour aller ici effleurer cette zone. Voilà. On continue. Noble Lord, comme tout à l'heure, il n'est pas sur la table, donc je passe à mon adversaire, qui va être obligé de jouer son unité qui est là. Alors, pourquoi est-ce que je joue dans cet ordre-là? Tout simplement pour l'obliger éventuellement à avancer. Alors, quel est l'intérêt d'avancer? De venir mettre un petit peu de pression ici. Donc, souvenez-vous, je suis obligé de dépasser l'objectif qui est là, mettre un petit peu de pression et surtout amener la ligne d'entrée un petit peu plus loin. Mais en faisant ceci, si je fais ceci, et bien là, je me trouve à portée de tir. Donc, alors j'étais à 14, donc ici, j'ai aussi la possibilité de faire mouvement plus charge. Sachant que voilà, si je prends les Domaru, ils ont 7 en mouvement, c'est-à-dire ils sont unstoppable. Donc je peux faire 7 en mouvement, ici, c'est ce que je vais faire. Donc 7 en mouvement, ça m'amène bien un petit peu plus loin que ce que j'avais fait là, en fait ici. Et je peux regarder si je suis à distance. Mais malheureusement, je suis trop loin pour charger. Donc il n'y aura pas de charge. Par contre, je resterai à peu près dans cette position ici. Voilà. Ce qui me met malgré tout à portée de tir de E. Donc là, ça peut être délicat. Activation suivante, les hommes d'armes. Donc je dois faire rentrer mes hommes d'armes avec l'officier. Donc je les fais rentrer ici dans l'axe. Alors ce que j'aime beaucoup faire aussi, normalement le socle d'officier il est tout seul sur son socle. Ce que j'aime bien, c'est mettre des figurines. Donc en fait il n'y a que 5 socles ici de Men at Arms. Le 6e étant des Men at Arms que j'ai ajouté sur le socle ici, de façon à ce que ça soit un petit peu plus joli, on va dire. Voilà, ça fait un peu plus masse. Donc la même chose, je les fais rentrer et ils viennent se caler derrière cela. Normalement, ils doivent pouvoir le faire, même avancer un peu plus, mais c'est pas grave, je suis bloqué là.
Alors, un petit détail que je n'ai pas précisé, on peut passer au-dessus de ces unités sans aucun problème, à condition qu'elles ne soient pas au corps à corps. On continue ici, puisque c'est fini de l'autre côté, les archers. Alors, mes archers, ici, ont la possibilité de tirer parce qu'ils sont à portée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ici au niveau du tir? En fait, je suis dans l'axe, je peux tirer. Je vérifie que de chaque socle, du centre de chaque socle, je suis à portée. Donc ici, la portée pour eux, c'est, je vais la remettre. Alors, Militia Bowman, c'est 16, donc tous sont à portée. J'ai la possibilité d'avancer et de tirer, ou simplement d'effectuer une marche, de viser et de tirer, excusez-moi. Étant donné qu'ils ont une volée de 1, honnêtement, avancer pour tirer, autant tirer d'où ils sont, ce qui me fait 7 tirs, 10 tirs, 3 par socle, et 1 pour le leader. Donc je lance les dés ici, sur du 2, eh ben, c'est une catastrophe, pas une réussite. Enfin, les derniers, les crossbowmen. Même chose ici, je peux tirer d'où je suis, ou avancer et tirer pour avoir une position un peu meilleure. Ici, je voudrais avancer quand même au moins des 5 pas, de façon à tirer, voilà. Alors, peu importe le résultat du tir, on est à la fin du tour 2, comment est-ce que ça score? Eh bien, en fait, ici, vous voyez, un objectif a été pris, grâce à la progression et l'arrivée latérale. De mon côté, ça n'a pas été possible. La progression n'a pas permis d'arriver ici sur le côté. Alors, pour quelle raison? Parce que je n'ai pas choisi le bon objectif ici. C'est-à-dire que là, l'objectif était un peu plus proche. Il est calé sur le côté, alors que là, il est un petit peu plus loin. Là. Ça, c'était pas prévu. Ça devait arriver. Bon, voilà. Bon, vous avez vu le ciel, c'est pas grave. Les étoiles. Donc, en fait, on va s'arrêter là, ici, sur la partie. Malheureusement, bon, j'aurais pas mis tous les éléments. Le but étant simplement de faire une partie ici de présentation des règles. Vous avez compris comment s'enchaîner les tours. À partir de là, bah, n'hésitez pas à aller voir d'autres de mes rapports de bataille. Ou, et ça je vous le conseille, plutôt ceux de chaînes un peu plus professionnelles. Donc vous avez aussi bien Iggy TV en français qui en fait régulièrement de très bonne qualité. Mais vous avez aussi en anglais Play on Tabletop qui en fait. Malheureusement, on n'en a pas fait depuis quelques temps et donc c'est peut-être pas la dernière mise à jour des règles. Par contre, c'est en anglais. Sinon, vous en avez quelques autres également en français. Je n'ai plus les noms, mais allez voir sur le Discord, les listes sont données et vous aurez donc l'ensemble des ressources nécessaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle est un petit peu longue. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails, mais au moins de vous mettre le pied à l'étrier. Donc bon, vous avez compris les mécaniques principales. Maintenant, bah, lancez-vous, allez voir des rapports. Rapprochez-vous des vanguards, il y en a plusieurs dans plusieurs régions différentes, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour vous aider et pour vous mettre le pied à l'étrier. Si vous êtes dans la région de Calais ou autour, bah, n'hésitez pas à me contacter directement. Hein. Si vous êtes même un petit peu plus loin et que vous voulez venir, on peut s'arranger. Vous venez pour une après-midi, un samedi après-midi et on fait une partie. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Voilà. Merci. À bientôt.